Et ce Loukachenko critiquait cet institut en disant qu'en fait c'était un truc d'espionnage. Évidemment, dans la presse française, anglaise et allemande, c'était du n'importe quoi, c'est bien les propos d'un dictateur, enfin bref, c'était vraiment... bon, désolé, dans cette affaire, c'était Loukachenko qui avait raison. Et c'est là où on voit que les journalistes, soit ne sont pas curieux, soit ils avaient reçu des ordres pour ne pas aller plus loin, parce que l'Allemand qui dirigeait cet institut en Biélorussie s'appelle Hans-Jörg Wick. Et le Hans-Jörg Wick a été tout simplement le patron des services secrets allemands dans les années 80. Il vous suffit d'aller sur le site internet du BND, des services secrets allemands, et vous aurez que la biographie. Donc on voit que l'Allemagne joue un rôle important, comme par exemple la libération vous savez, de ce franco-israélien, soldat franco-israélien, Shalit. En fait, celui qui a joué un grand rôle dans la libération de cet homme, c'est un membre du service secret allemand qui s'appelle, alors je ne sais plus dans quel ordre, si c'est Konrad Gerhardt ou Gerhard Konrad. On voit l'Allemagne est très plongée dans tout ce qui est construction européenne, relations avec Israël et pays musulmans. Pourquoi? Pour les pays musulmans et Israël, ils ont eu... l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale, elle s'est manifestée quand même, une attitude peu reluisante. Et bon, il faut penser au sketch de Pierre Desproges sur les Juifs, qui était excellent d'ailleurs. Bon. Et donc les Allemands, face aux Juifs, ils baissent leur froc. Parce que sinon ils sont appelés antisémites. Et face aux musulmans, ils sont très bien vus parce que, à la différence de l'Angleterre et de la France, l'Allemagne n'a aucun passé colonial dans cette région. Et donc elle est acceptée beaucoup plus facilement. Et il faut bien comprendre que l'action de l'Allemagne dans ces pays-là, ça pèse lourd. Et j'essaierai d'en parler un peu avec l'affaire Bertelsmann. 2 guerres mondiales, 2 échecs. L'Allemagne n'a pas réussi à imposer ses vues, parce qu'elle avait l'outrecuidance d'écarter les Anglais et les Américains du contrôle de l'Europe. Bon, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne là est mise au pas par les Anglo-Américains, qui ne faut pas se leurrer. L'Allemagne est largement tenue par les Anglo-Saxons, même si parfois elle manifeste des velléités d'indépendance. Velléités d'indépendance qui ne sont pas toujours répercutées par la presse française. Un exemple. Vous avez eu dans l'affaire Paris-Berlin-Moscou une volonté officiellement de Schröder de lutter contre le méchant Bush. Bon. Et en fait, quand on gratte un peu tout ça, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi limpides, puisque il s'est passé un événement qui n'a pas été répercuté une seule fois dans la presse française. Le 27 février 2004, Schröder est allé voir Bush et il a signé à la Maison-Blanche un document intitulé « Alliance germano-américaine pour le XXIe siècle ». Coup de poignard dans le dos pour la diplomatie française. Pas un mot dans la presse française. J'ai gardé le Herald Tribune à titre de souvenir d'archives personnelles, où ça faisait la une. Donc l'Allemagne, il faut se méfier de la politique allemande, de la duplicité. Et ça, c'est une caractéristique de la politique allemande, d'avoir de fer au feu. De Gaulle s'est fait avoir comme ça. Le fameux traité de l'Élysée de janvier 63, où De Gaulle voulait instaurer un couple franco-allemand solide, faisant, j'allais dire, la nique aux Américains. Eh bien, 3 mois plus tard, avril 63, le Bundestag, avant de ratifier ce document, a rajouté un petit préambule spécifiant que l'allié principal de l'Allemagne restait les États-Unis. Donc, ce traité de l'Élysée du 22 janvier 63 est passé à la trappe. Donc, bien comprendre que l'Allemagne a toujours de fer au feu. Cette politique allemande du contrôle de l'Europe passe par la destruction des États, la promotion des régions, l'émancipation des groupes ethniques. Et en particulier, il y a des choses cocasses. Il y a un an de ça, j'ai eu un malin plaisir à dire ça devant les représentants du FN. J'étais invité à une conférence devant les représentants du FN, mais bon, ça aurait été le Parti communiste, j'y allais quand même, les juifs pareil, les musulmans là. Puis j'ai fait ça gratuitement. Non, là, ils m'ont payé. Mais enfin, donc je leur ai dit un truc qui ça n'a pas plu à certains, parce que le FN, vous avez tout. Et vous avez entre autres des identitaires vraiment régionnistes à mort. Bon. Et je leur ai dit que, vous savez, la Belgique éclate, enfin en cours d'éclatement, et la Belgique, entre autres, vous avez le premier parti régionaliste indépendantiste flamand dirigé par Bart de Wever, la NVA, qui est sur l'échiquier politique situé entre la droite et l'extrême droite. Donc un peu Le Pen sur les bords, pas trop quand même, un peu Philippe de Villiers, enfin dans ces eaux-là. Enfin bref, un peu droite. Hein. Bon. Et j'ai dit que, en fait, comment il s'appelle, Bart de Wever, qui est un homme hors norme, hein, très intelligent et très plaisant,
il a des qualités certaines, Bart de Wever travaillait main dans la main avec Cohn-Bendit. Et vous auriez vu la tête des représentants du FN contre eux, leur copain Bart, quoi, c'est pas vrai. C'est vraiment le bon. Il y a des moments jouissifs parfois. Mais évidemment, il faut apporter la preuve. Bon. Et la preuve, je vais vous la redonner, enfin la citer à nouveau. Quand on parle du Parlement européen et quand on parle des Verts, en fait, c'est toujours tronqué. On devrait dire, le vrai titre, c'est les Verts ALE. En fait, ce sont deux partis en un. Les Verts, avec cette fripouille de Cohn-Bendit, associés à un autre parti, ALE, Alliance Libre Européenne, qui regroupe une trentaine de partis régionalistes indépendants, écossais, catalans, basques. Par exemple, vous avez le parti régionaliste écossais, le SNP, le Scottish National Party, qui a la majorité absolue au Parlement d'Écosse depuis mai 2011. Bon. Une trentaine de partis régionalistes indépendants, donc dirigés par un homme au sein de l'ALE qui s'appelle Éric Defort. Donc Éric Defort, patron de l'ALE, travaille main dans la main avec Cohn-Bendit. Éric Defort est un des cofondateurs de la NVA, de Bart de Wever. Donc en fait, c'est très intéressant de voir que ces mouvements mondialistes gauchistes à la Cohn-Bendit vont dormir avec des gens, enfin vont frayer, c'est-à-dire avec des gens qui officiellement défendent des idées de droite, voire même d'extrême droite. C'est très, très curieux de voir ces alliances apparemment impures. Bon, mais c'est agréable à dire devant des représentants du FN. Parce que s'ils s'y attendaient pas à ce truc-là, et puis on vérifié, ils n'ont pas rien dit. Bon. Pour comprendre la construction européenne, et pour comprendre le rôle de l'Allemagne, je vous ai cité au début Bainville, l'observation des faits, le principe de causalité, et je vous ai dit aussi qu'il fallait avoir la connaissance du passé, l'expérience politique, parce qu'en histoire, tout a été inventé. Et donc, quand on voit ce que fait actuellement l'Allemagne, les autorités allemandes, en lisant le monde anglo-saxon, sur l'Europe, on se rend compte qu'il y a une similitude avec le XIXe siècle, qui a été la montée en puissance de la Prusse, qui allait fonder l'unité allemande en 1870, en 71 plus précisément, avec Bismarck. Et comment l'unité allemande s'est faite au XIXe siècle? Elle s'est faite par l'intermédiaire d'un mouvement qui s'appelait le Zollverein, littéralement l'union douanière. Alors, avant de parler du Zollverein, un petit retour en arrière. 1789, vous avez le Saint-Empire romain germanique, 350 royaumes, duchés, principautés, un vrai bordel. Bon. Napoléon arrive, il réveille le sentiment national des Allemands, et en 1815, ce Saint-Empire, qui entre-temps est mort, en 1806, se transforme en confédération germanique et qui passe de 350 États, royaumes, duchés, principautés à 39. Donc déjà, on s'entend plus facilement à 39 qu'à 350. Et parmi ces 350 royaumes, duchés, principautés, vous avez un qui émerge, la Prusse. La Prusse qui est plus forte d'un point de vue démographique, d'un point de vue économique. Et la Prusse va utiliser son poids économique, son influence en tout genre, pour peu à peu imposer ses vues aux autres États royaumes-duchés allemands, de Bavière, de Saxe, voire même des petites principautés qui faisaient 10 km², pour en fait étendre son influence. Et ce fameux Zollverein, 1er janvier 1834, qui démarre donc à cette date, va être le point d'appui de la Prusse pour peu à peu imposer une uniformisation du droit, de la finance, de l'administration et de la primauté du modèle prussien sur les autres États bavarois, saxons, etc. Et ça va être vraiment l'élément qui va peu à peu remodeler le corps germanique et permettre ensuite l'unité allemande. Eh bien, en 1871, eh bien, c'est un peu le même procédé qui a cours actuellement. L'Allemagne impose ses lois, ses règles, sous couvert du mot Europe, mais en fait, elle impose son modèle. Un exemple tout bête, je vous parlais de la régionalisation, qui a été lancée par l'Allemagne. Enfin, la régionalisation a été lancée déjà dans les années 60-70, mais vraiment le démarrage, c'est 1996 avec Gerhard Schröder. Alors, c'est un document européen, recommandation 34, 1997, du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux d'Europe. C'est européen, mais toujours gratté, voir l'origine du document, c'est allemand. Et en fait, c'est un décalque. C'est-à-dire que le modèle allemand d'organisation de l'Europe doit se faire en fonction de l'Europe des régions. Et ces régions acquièrent une autonomie de plus en plus grande
dans le domaine politique, administratif, éducatif, financier, et traite de moins en moins avec l'autorité nationale, mais de plus en plus avec l'autorité supranationale de Bruxelles. Donc les États sont court-circuités, c'est une manière d'éclater les États. Et il y en a un qui a parfaitement compris le processus en cours, c'est, vous le citez, Bart de Wever, le patron de la NVA, qui a résumé la situation en disant la Belgique finira par s'évaporer entre l'Europe et les régions. Car vous avez de plus en plus de pouvoir à l'Union européenne, de plus en plus de pouvoir aux régions, et entre les deux, les États qui sont vidés de leurs fonctions régaliennes, et à la fin qui vont disparaître. Alors, évidemment, ces États, des États qui sont déjà minés par des rivalités ethniques, comme c'est le cas de la Belgique avec ses Flamands, ou l'Espagne avec la Catalogne, et évidemment, ces pays-là sont touchés en priorité. Donc on voit qu'il y a un changement radical et qui se poursuit par la mise en place d'une gouvernance économique européenne, d'un projet politique qui déjà a vu le jour avec le traité de Lisbonne, et il faut savoir qu'en 2005, les Français et les Hollandais ont dit non au traité Giscard, et que ça a été remis sur les rails le 1er juillet 2005 à Berlin par les autorités de Bertelsmann. Pour ceux qui veulent voir, c'est là-dedans. Hein. C'est en 1er juillet 2005 qu'ils ont décidé que si les Français et les Hollandais avaient dit non, c'était certes dommage, mais il n'empêche, il fallait remettre ça il fallait remettre le couvert en bout. Bon, on a envie de dire à ces gens-là, écoutez, Vox Populi, Vox Dei, le peuple a dit non, ben, c'est la démocratie. Mais oui, mais le problème, c'est qu'on n'est pas en démocratie, on est dans une oligarchie qui cherche à imposer ses vues. Et ces vues, ben, c'est comment? En particulier avec le fameux Fonds européen de stabilité financière, qui est passé de 440 milliards à 1000 milliards d'euros, et qui doit, à partir de 2013, s'appeler le MES, Mécanisme européen de stabilité. Eh bien, si en 2013, la chose se fait jusqu'au bout, c'est terminé. Ils sont les maîtres. Alors, quand je dis les maîtres, je parle des élites germaniques en liaison avec les élites anglo-américaines et israéliennes. Car je vais parler d'Israël, qui joue un grand rôle dans cette construction européenne, et il y a eu un événement qui s'est produit qui va appuyer mes dires. En effet, le MES, Mécanisme européen de stabilité, s'il voit le jour, c'est carrément la victoire de l'oligarchie. Vous avez tout le document en anglais, uniquement en anglais sur Internet, sur le site de la Commission européenne. Regardez uniquement les articles 8, 9, 10, 27 et 30. En gros, ce traité dit ceci: pour ce mécanisme européen de stabilité, qui doit voir le jour en 2013, l'Union européenne, qui est là officiellement pour renflouer les États, l'Union européenne dispose de 700 milliards d'euros. Si le mécanisme européen de stabilité souhaite obtenir plus d'argent, il claque dans ses doigts et les gouvernements nationaux doivent obtempérer en moins de 7 jours. Et articles 27 et 30, l'Institut MES et les dirigeants de cet institut disposent d'une complète immunité juridique dans tous les domaines. On ne peut en aucun cas les poursuivre en justice. Les gouvernements ne peuvent pas les poursuivre en justice, les tribunaux ne peuvent pas, un simple particulier ne peut pas. Ça veut dire qu'en fait, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. En fait, c'est eux les maîtres. Et dans cette affaire, ça veut dire aussi qu'on va assister à la naissance, ou pas la naissance, au renforcement d'une mafia, parce que ces gens-là, à la tête du mécanisme européen de stabilité, se sachant inattaquables dans tous les domaines, vont pouvoir frauder au maximum, d'une manière qui va les poursuivre. Donc en fait, on aura vraiment la victoire de l'oligarchie. Il faut espérer que d'ici notre époque, qui est 2013, les choses se cassent la gueule. Cette construction européenne, voulue par l'Allemagne sous autorité anglo-américaine, se fait dans le but de mettre en place, en théorie pour 2015, un bloc euro-atlantique. Tous les textes sont sur le site de la Commission européenne. Mais ça va encore plus loin, puisque l'objectif, c'est en fait de créer un pôle proche-oriental, euro-américain. Et les projets ont déjà commencé en 1995 avec ce qu'on appelait le processus de Barcelone, qui avait pour objectif, apparemment bon, de rechercher et resserrer des liens avec les pays sud-méditerranéens d'un point de vue politique, économique, culturel, parfois, pourquoi pas, on ne vit pas isolé. Mais c'est là où le bas blesse. Le projet a été renforcé par la Commission européenne en 2003-2004